La Guinée est-elle devenue la corbeille des mauvais produits? Dans le plus grand marché du pays, ce sont des centaines de produits qui atterrissent chaque jour. De l'eau, du lait et des jus qui sont pour la plupart fabriqués sur place, mais que les industriels font passer pour des produits fabriqués à l'étranger. Une grande arnaque, mais aussi une grande intoxication. Nous avons pu visiter quelques unités industrielles avec le ministère du Commerce et les services du colonel Moussa Tcheboro Camara. Ces images que vous allez voir sortent de l'ordinaire. Nos reporters Mamadou Saliba et Mohamed Alousseni Camara nous signent ce grand format. Accompagné d'un cadre du ministère du Commerce, du colonel Tcheboro et de quelques agents de sécurité, nous avons eu accès à plusieurs unités industrielles. Première étape, l'usine Jun Aye. Ici, on produit du jus de fruits et de l'eau minérale. Mais en réalité, c'est seulement la mise en bouteille qui s'effectue sur place. La composition des aliments nutritifs est faite à partir de la Chine. Aucun contrôle, aucune date de production, encore moins de péremption n'est mentionnée sur la bouteille. Pourtant, le produit est prêt pour la vente. Et tout est importé. Tout est venu de la Chine. Même le pourcentage. Tout est venu de la Chine. Donc on ne peut pas accepter cela. Ça ne se fait n'importe quel pays au monde. Ça veut dire que la population est en danger. Les conditions d'hygiène et de stockage sont à part. Les bouteilles sont laissées dans une salle presque sans système de ventilation. Quelques bouteilles commencent déjà à se détériorer sur place sous l'effet de la chaleur. Vous savez, en Guinée, on n'achète que ce qui est moins cher. Ce jus, vous voyez, le pourcentage qui est là est fabriqué en Chine. Alors que chaque gamme de fabrication doit être analysée, certifiée par le ministère du Commerce avant sa mise sur le marché. Mais on fabrique déjà le bidon en Chine, on le met dans le bateau, on vient parachuter ici. Le produit qui est mélangé, on ne sait pas de quoi il s'agit, sont aussi fabriqués je ne sais où. On envoie ici, on met juste de l'eau. La seule valeur ajoutée, c'est l'eau. Les autorités ont fini par fermer l'usine. Mais c'est à quelques kilomètres d'ici, à l'usine YouFresh, que la situation est encore plus grave. Ici, on produit le fameux jus YouFresh, consommé par des millions d'enfants guinéens. Mais dans quelles conditions ces jus sont produits? Voici celle qui fait le mélange. Elle ne porte pas de gants, sa tête n'est pas enturbanée, elle ne fait que mélanger, ignorant les noms des produits qu'elle utilise. Allons voir la chaîne de production. À notre arrivée, ces femmes étaient dehors, en pause. À la reprise, aucune d'entre elles ne s'est lavé les mains. Elles ne portent pas de gants et leurs doigts plongent tout droit dans les tasses qui seront ensuite remplies de jus, récupérées de l'autre côté, mises en carton, destination le marché. Cette usine n'a pas été fermée à cause d'un certificat d'analyse réalisé par l'Office national de contrôle qualité. Mais est-ce une bonne analyse? De toute façon, cette unité est mieux que celle-ci qui se trouve à Nongo, dans le garage d'un immeuble d'habitation. Ici, on produit du lait dans la plus grande discrétion. Le constat est très amer. Vous-même, vous avez découvert qu'une usine implantée dans une famille, aucune administration ne doit donner de papier pour ça. Ça veut dire que c'est une usine clandestine de fabrique ou de mélange. Je peux dire qu'une intoxication parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité ici. Pas non plus d'enseigne, aucun labo, rien. Le lait est uniquement mis en sachet et fourgué à la population. Tout laisse croire que le lait est importé. Pourtant, parfois, les travailleurs des hindous sont obligés de passer au tamis la poudre pour écarter les saletés. C'est tellement grave qu'on empoisonne tous les jours les enfants. Tu as vu le lait là? C'est fait pour tout le monde, tout âge. Il n'y a pas de pays de provenance là-dessus. Pas de pays de provenance. Et les dates sont mises ici. Il met les dates comme il veut. Ça peut faire 200 ans. Lui, il met la date comme c'est 2019. Ce n'est pas son affaire. Fabriquer quand, personne ne sait. Expirer quand, personne ne sait. Ça veut dire que c'est lui qui fait la loi.
et ils ne prennent pas la peine de modifier dans l'ordinateur les dates de production et de péremption. Ils disposent d'un dateur. Il suffit juste de poser la marque et tous les cartons ici ont les mêmes dates de production et de péremption. Mais regardez bien la date de production. Nous sommes au 3e mois, mais sur le carton, nous sommes déjà au 4e mois. Tout a été anticipé. Le cimetière de Cameroun est plus fréquenté que Novotel. Parce que tous les jours ça meurt. Tout le monde est malade, même Teboul est malade. Tout le monde est malade. À qui la faute? La plupart de ces unités industrielles ont des papiers délivrés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Office national de contrôle qualité, qui d'ailleurs manque cruellement de matériel. Direction la région forestière pour parler de la forêt de Déré à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Après les menaces, les autorités de ces deux pays ont décidé de passer aux actions. Les premiers déguerpissements des occupants de cette réserve mondiale ont débuté cette semaine. Campements, plantations et autres investissements ont été détruits par une unité mixte composée d'agents guinéens et ivoiriens. Ces autorités entendent récupérer les 8920 hectares de domaines bradés à des individus. Alexis Collier, notre reporter d'Espace Forêt, a suivi cette opération de déguerpissement. On suit son reportage. La forêt de Déré, dans la sous-préfecture de Zoa-Lola. Elle couvre une superficie de 8920 hectares et est classée par l'UNESCO comme l'une des réserves en péril et pour plusieurs raisons. Ici, c'était une forêt dense, très dense. Quand moi, j'ai découvert ici dans les années 85-86, c'était pas la peine. La canopée, c'était pas, on ne pouvait pas croire qu'aujourd'hui on peut voir ça ici. Les occupants en majorité ivoiriens et burkinabés sont sommés de quitter les lieux. Mais quand le problème était arrivé, nous de quitter, comme mes parents ne sont pas là, et ma femme et mon petit ne sont pas là, moi seul, c'est à cause de ça, je suis là à ramasser nos manger. Si vous dites de quitter, c'est pas à la force. Vous les deux pays, si vous voyez, on rentre. Si c'est pas pour nous. Une opération de délocalisation est en cours depuis quelques jours dans cette forêt. L'opération est menée par une équipe de gardes forestiers guinéens et ivoiriens. Ce que nous recherchons, c'est que la réserve Monemba soit sortie du site du patrimoine mondial en péril. Donc quand on veut un tel objectif, on ne peut pas admettre que de part et d'autre, il y ait encore peut-être des habitats ou bien des plantations à l'intérieur d'une réserve. Une campagne d'information avait précédé cette délocalisation. Elle fait suite à un atelier demandant à chaque pays de prendre des dispositions humanitaires pour l'opération. Pour nous permettre de remettre cette forêt-là, cette réserve, sur la liste correcte des réserves de biosphère et du patrimoine mondial, il fallait prendre des dispositions pour que les ressources biologiques qui ont poussé l'humanité à classer cette réserve reviennent. Et pour ce faire, il faut enlever les occupants illégaux de cette forêt, à part la sensibilisation, la persuasion, en leur faisant comprendre l'importance de cette forêt, de cette réserve. Progressivement, les occupants se retirent de cette aire protégée. Les braconniers et leurs adeptes ont aussi quitté. Une équipe de PA est annoncée sur les lieux pour empêcher d'éventuels retours dans cette forêt. Toujours à Déré, une fois ces domaines de forêt récupérés, que comptent faire les autorités guinéennes et ivoiriennes pour éviter que cet endroit ne soit à nouveau occupé? À cette question, le préfet de Lola apporte des réponses. Sayola Tolno est au micro de Alexis Collier. Il faut savoir que c'est une forêt classée. Elle a été classée depuis le temps colonial, par l'administration coloniale. Donc c'est une forêt dans laquelle personne ne doit habiter. Elle doit être protégée jalousement dans l'intérêt majeur des populations de
de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Et l'écosystème, chose entretenue par cette forêt, a des répercussions sur beaucoup d'autres pays du monde. Donc, notre problème, c'est que nous voulons garder jalousement cette forêt. Et puisque nous avons fait la sensibilisation et nous sommes passés à l'état d'information, nous avons demandé aux gens de quitter librement, ils ont quitté. Et ceux qui sont restés, on a envoyé les éco-gardes, les conservateurs de la nature, qui sont allés leur prouver, pas par la violence, mais les persuader qu'en réalité, ils doivent quitter. Et ils ont quitté. Maintenant, les dispositions que nous avons prises pour que, n'est-ce pas, cette action soit une action pérenne, c'est que d'abord les conservateurs de la nature vont être logés et on va leur trouver des lieux là-bas où on va les installer pour continuer à surveiller. Parce qu'il ne faut pas que les occupants quittent et que les conservateurs de la nature abandonnent. Ils sont capables de revenir. Les travaux de la deuxième phase de l'enquête sur la pauvreté ont été lancés ce vendredi. 134 agents devront donc collecter durant 3 mois des données sur les conditions de vie des ménages. Cette démarche de la Direction nationale de la statistique vise à mieux suivre le plan national pour le développement économique et social. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souma. Disposer des données chiffrées sur les conditions de vie des ménages est l'une des conditions sine qua non pour répondre aux objectifs du PNDS. Cela passera aussi par une enquête. Celle réalisée en 2012, appelée l'enquête légère, affiche 53% du taux de pauvreté en Guinée. La spécificité de cette enquête, c'est que par construction, on a pris 2 phases. La première phase va se dérouler pendant la période de soudure. Au moment où nos braves populations à la base n'ont pas suffisamment d'aliments. Et la deuxième phase va intervenir maintenant au moment où nos populations à la base ont à peu près suffisamment d'aliments. La deuxième phase de l'enquête sur la pauvreté 2018-2019 s'effectuera auprès d'un sous-échantillon de 4140 ménages. Des institutions comme la Banque mondiale appuient financièrement les autorités pour réduire l'extrême pauvreté dans le pays et procéder à un meilleur partage de la prospérité. En principe, je suis ravi quand j'ai constaté l'effort, la dédication des équipes, les enquêteurs et aussi de l'INS, la direction générale de l'INS. Ils ont beaucoup fait l'effort de faire le meilleur. Cette dernière enquête, qui est la 5e, s'inscrit dans un projet d'harmonisation des méthodologies de collecte et de calcul des indicateurs dans la sous-région, a précisé le directeur général de l'Institut national des statistiques. Ce projet est soutenu principalement par la Banque mondiale. L'une des nouveautés de cette enquête harmonisée est la suivante. D'abord, la collecte se fait sur tablette. Les 4 dernières enquêtes, nous avons utilisé le papier. Un jour, nos enfants vont se demander comment on a pu collecter ces données avec ces papiers. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie est là. D'utiles conseils ont été prodigués aux agents enquêteurs. Ils ont été invités à mettre tout en œuvre pour que les premiers résultats de la 5e enquête sur la pauvreté soient disponibles à partir du mois d'août 2019. Le ministère du Plan et du Développement économique et ses partenaires ont entamé ce vendredi une retraite de 2 jours à Dalaba. Objectif, faire l'état des lieux de la plateforme du système intégré de gestion des projets, programmes et investissements publics, un outil de gestion qui sert à évaluer les actions menées au compte du PNDES, Programme national de développement économique et social. Compte rendu, Mamadou Boïdialo, Tcherno Sadouba. Au centre de cette rencontre, l'état des lieux dans la mise en œuvre de la plateforme de gestion des investissements publics. Cet outil de gestion sert à évaluer les actions menées au compte du PNDES, Plan national de développement économique et social, qui vise la réalisation d'un ensemble de projets
à l'échelle nationale. Ce, pour promouvoir une croissance forte et l'amélioration des conditions de vie des populations. On va établir les difficultés, les goulots d'étranglement auxquels le projet est confronté. Et ensuite, on va définir une nouvelle feuille de route. Justement, cette feuille de route permettra le renforcement de la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation des projets contenus dans le PN2S. Des partenaires insistent sur la communication des parties prenantes. On doit savoir où est-ce que nous sommes maintenant, où est-ce qu'on va dans la mise en place du PNDS, parce que nous voulons que ce qui avait été prévu dans le PNDS soit réalisé. On a besoin plutôt d'appropriation, de portage de la plateforme par les cadres guinéens. À l'issue de cette rencontre, il sera question de vulgariser la plateforme informatique au niveau des acteurs de la chaîne, de réviser toutes les activités réalisées dans la mise en œuvre de la plateforme et de proposer une feuille de route claire pour les activités à venir.